Summer Game Fest a commencé, comme traditionnellement, par la conférence de Geoff Keighley. Nous avons assisté aussi à la conférence de IO Interactive Showcase. Et puis, eh bien, avec Maxime et Carole, des têtes bien connues de multijoueurs, eh bien, on va faire un petit débrief de cette conférence. Est-ce qu'elle vous a plu, cette conférence Summer Game Fest, pour démarrer, Maxime? Forcément, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venu à une vraie conférence en présentiel. Moi, depuis l'E3 2019, j'avais pas revécu ça, donc forcément, ça fait plaisir de se retrouver dans une salle qui soit comme ça bondée, qui ait de l'ambiance, qui ait aussi du son vraiment qui nous entoure. Donc forcément, on est un peu plus, comment dire, enthousiasmé que des gens qui sont devant un écran, forcément. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette espèce de variété des jeux qu'il y a eu pendant ces 2 heures. Alors 2 heures, c'est très long, évidemment, mais on a vu plein de jeux différents, des jeux de différentes nationalités aussi, et c'est ça vraiment qui m'a plu, ce côté un petit peu, voilà, diversité effectivement de tous les jeux vidéo en fait, du monde entier. C'est pour ça. Carole, est-ce que tu as dormi pendant 1h55 avant d'être réveillée et de hurler dans la salle sur le dernier jeu? Eh bien écoutez, non, je n'ai pas dormi, mais presque. Non mais, conférence exceptionnelle. Juste pour un jeu. Juste pour un jeu. Non, pas que pour un jeu, parce qu'il y a eu du Survival Horror, il y a eu Hill. Oui. Hill qui est un jeu sur lequel je suis contributrice depuis des années. C'est un jeu extrêmement réaliste, un jeu d'horreur par Cloud. Et honnêtement, j'ai été ravie de voir les images qu'on a pu voir du jeu, parce que jusqu'à présent, c'était vraiment, tu sais, des petites séquences de 5, 6 secondes, 10 secondes. Et là, on a eu quand même un trailer assez convaincant. C'est un jeu vraiment que j'attends avec impatience. On a eu effectivement Resident Evil à la fin. Pour moi, il ne faut pas rater son entrée, il ne faut pas rater sa sortie. La sortie n'était pas ratée. C'est un jeu extrêmement attendu. On a un nouveau protagoniste qui arrive avec du Léon Kennedy, c'est sûr. On va avoir Il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui rappellent les anciens. Et puis retour à Raccoon City, surtout. Voilà. Retour à la source. Donc moi, je suis ravie. Il y a eu un vrai bon rythme. On a eu aussi The Beast, Dying Light. Donc pas mal de jeux d'horreur. C'était une conférence pour Carole, en fait. Exactement. Il faut dire les choses. Et puis j'ai trouvé effectivement qu'il y avait de la diversité, et ça c'est cool. Alors, moi je suis un peu plus mitigée que vous. Voilà. Parce que je trouve, alors peut-être parce que j'étais là les années précédentes, peut-être parce que je suis moins Survival Horror que Carole. C'est possible. J'ai trouvé justement la conférence un peu inégale. Oui. Il y a des bonnes surprises. J'ai trouvé bonnes surprises dans les jeux indépendants. Je trouve que ça commence à manquer de gros jeux, sauf le finish qui est en apothéose pour moi de cette conférence, qui sauve la conférence, ce Resident Evil Requiem. Oui. J'ai trouvé beaucoup trop de jeux qui se ressemblaient. Il y a beaucoup de survival horror, il y a beaucoup de jeux un peu ambiance Souls-like, dark fantasy, des jeux d'horreur, des jeux où on a des créatures, voilà, toutes plus bizarres les unes que les autres qu'on tue. J'ai trouvé un petit manque de diversité sur ce qui voulait être des AAA ou des wannabe AAA, mais en revanche des petites surprises assez intéressantes. Beaucoup de stand-alone, on en parlait avant avec Carole, il y a beaucoup de jeux dans l'univers 2. Oui, tout à fait. Comme The Cube, qui est dans l'univers de Atomic Heart 2. Atomic Heart 2, alors qui pour le coup, pour moi, est une bonne surprise. Bah, complètement. Ce trailer, alors j'avais l'impression que Atomic Heart, le premier, était sorti hier. C'est vrai. On nous parle déjà d'Atomic Heart 2. Il est sorti il y a 2 ans et demi, déjà, donc ça passe vite. Il était vraiment pas mal, j'avais adoré moi l'univers. Encore un FPS, j'ai beaucoup aimé le côté un peu détraqué, un peu qui partait dans tous les sens, même si voilà, on retrouve beaucoup de choses. Ça ressemblait un peu à du Fallout, un peu à du Outer Worlds, un peu tout ça. Mais j'ai trouvé le cocktail intéressant. Un peu de Bioshock aussi. Un peu de Bioshock aussi, j'ai trouvé le cocktail intéressant. C'est le côté un peu, c'est-à-dire, je ne veux pas dire ronflant de l'industrie, mais voilà, les jeux coûtent de plus en plus cher, donc ils misent sur des valeurs sûres, sur des genres qui plaisent. On sait que les Souls-like, c'est quelque chose qui a explosé forcément avec From Software, bien entendu. On sait que l'Asie Elden Ring est très inspiré, voilà, inspire beaucoup. Exactement, donc il y a beaucoup de gens qui veulent avoir ce même succès, hein. C'est quand même 30 millions d'exemplaires Elden Ring dans sa totalité depuis le début, donc forcément moi je retiens aussi Act of Blood, qui est un jeu indonésien, en tout cas le premier gros jeu indonésien qui arrive, qui est une espèce de beat 'em all, je ne sais pas si vous en souvenez, un petit peu... Il est passé très vite. Il est passé très vite, mais en fait il a déjà eu son petit buzz sur les réseaux sociaux, avec un côté, ça m'a rappelé un peu Sleeping Dogs dans le système de combat, mais encore plus élaboré, avec un côté Sifu aussi. Et donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ça me fait penser aussi à The Raid, donc le film de Gareth Evans,
dans sa brutalité aussi, donc ça m'a plutôt intéressé. Tu parlais de Hill, il y a aussi un autre jeu, si je dis pas de bêtises, tu sais, il y a un jeu coop où tu as deux petits personnages qui ne peuvent pas parler. C'est Out of Worlds. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai bien aimé, et j'ai l'impression, tu sais, on parle de genres qui reviennent, et Joseph Fares, je trouve qu'il a ouvert la porte à des jeux coopératifs. J'allais te le dire, j'ai beaucoup aimé la DA. Exactement. Qui était très stop motion, très handcrafted, comme il nous disait. J'ai complètement vu les mécaniques de It Takes Two quand même. Tout à fait. La coop, c'était aussi, il y a eu beaucoup de jeux Lego, il y a eu du Lego Builder coop que j'ai trouvé marrant, en format un peu Mario Party qui s'assumait. On sent que la Switch 2, elle n'est pas là, mais elle inspire Mario Party. Le jeu Sonic Racing, qui va complètement aller marcher sur les plates-bandes de Mario Kart World. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Et j'ai trouvé ça un peu plus péchu. J'étais un peu plus, j'avoue, Team Sonic que Team Mario Kart pour le moment. Donc on verra. Il y a eu pas mal de choses différentes, mais c'est vrai que les Souls inspirent pas mal. Moi, j'ai adoré le trailer de Mortal Shell 2. En ouverture. En ouverture. Pour moi, ils n'ont pas raté leur entrée parce que c'est vachement beau. Et il y a une vraie direction artistique et le chara-design des boss est absolument fascinant. Et moi, j'ai eu l'impression de voir du From Software. Donc je trouve ça vraiment cool d'avoir ce genre de jeu en plus péchu. Avec des exécutions à la pelle comme ça, à la chaîne. C'était assez sanglant, assez gore. J'ai adoré. J'ai vraiment j'ai eu un coup de cœur en tout cas pour Mortal Shell 2. Ouais. J'ai une question à vous poser, puisqu'on dit que les jeux se ressemblent beaucoup dans les mécaniques. Je trouve qu'ils se ressemblent aussi énormément visuellement. Ouais. On sent que le Unreal Engine 5, il fait pour beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas manqué de voir toutes les pages de promo pour Epic. Qui présentait un jeu aussi dont je ne sais plus quel c'est, mais qui avait présenté un jeu. Est-ce que justement ça ne se ressemble pas parce que tout le monde a le même moteur et que ça manque un tout petit peu aussi de créativité dans le design? Je parle des très gros jeux parce qu'on va parler d'autres petits jeux qui pour moi avaient plus de personnalité. J'ai peur que l'avenir du jeu vidéo AA, AAA se dirige vers justement cette espèce de duplication d'assets, parce qu'effectivement tu l'as dit, Unreal Engine 5, mais c'est vrai que c'est à la fois une révolution, une révolution, je m'entends quoi. Une belle évolution. Voilà, c'est-à-dire que c'est un moteur qui est plus facile à utiliser pour les développeurs, qui permet énormément de choses, donc les jeux sont plus faciles à développer, mais malheureusement, effectivement, ils se ressemblent tous, parce qu'ils vont à peu près utiliser les mêmes bibliothèques. Et maintenant, il faut que les développeurs, les créatifs, apportent leur patte artistique en plus pour qu'ils puissent se distinguer. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à un moment donné où utiliser l'Unreal Engine 5, c'est beaucoup plus simple que les précédents. Il s'adapte beaucoup mieux à toutes les plateformes également. Donc c'est vrai que il y a ce côté qui fait un peu peur. Ouais. Il y avait des petits jeux, j'ai trouvé un peu plus personnels. Fels Boxing, ce jeu du Muppet. Oui, absolument, oui, le jeu de boxe. C'est assez canon, c'est mignon et on a des DA qui sortent effectivement du lot. Après, c'est vrai que tout se ressemble un petit peu et à la fois, on a des choses qui sortent du lot. Moi, par exemple, j'étais extrêmement ravie de voir le DLC de Lies of P. Bon, alors il est Shadow Drop et je ne peux pas y jouer tout de suite. Alors j'ai pensé à toi. Ça m'énerve, mais Lies of P, exceptionnel. La direction artistique est exceptionnelle. Ça se passe à la belle époque, on incarne Pinocchio et ça se passe avant l'histoire de Lies of P. C'est vrai que j'avais trop hâte d'y jouer. Là, ils ont Shadow Drop. Et c'est magnifique. Donc on a beaucoup de Souls-like, on a ce genre qui revient. Nioh 3 a été annoncé au State of Play. Tout est Dark Fantasy aujourd'hui. Tout est Dark Fantasy et à la fois ça plaît, à la fois on adore parce qu'il y a des chara-design. Avec ce genre-là, en fait, tu peux proposer des chara-design absolument incroyables et c'est vrai que ça marche bien. Voilà. Un autre jeu qui a été présenté au State of Play, on en a un peu entendu parler aujourd'hui au Summer Game Fest. On est un peu sur cette ère ici. C'est le nouveau 007. First Light. Je voudrais bien qu'on en parle parce que je pense qu'on n'a pas tous le même avis. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un préquel finalement des aventures de James Bond. On a un James Bond très jeune. Alors il a autour de 25-26 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il est nerveux, il est fougueux, un peu rebelle, et tête brûlée. C'est pas le James Bond dont on a l'habitude. J'ai trouvé que dans les trailers qu'on a vus et avec Sony et aujourd'hui, des codes James Bond et des codes pas du tout James Bond. Oui. À quoi va-t-on s'attendre avec ce jeu ? C'est à la fois un pari audacieux et risqué, je pense, par la part de IO Interactive, parce que effectivement, on sort un petit peu du cadre du James Bond habituel, qui est normalement à peu près
35-40 ans, qui est déjà... qui est un gentleman flegmatique exactement, anglais quand même. Qui est déjà sûr de lui. Mais c'est vrai que le passif de James Bond, c'est quelque chose qui a été rarement exploité, que ce soit au cinéma ou évidemment encore moins dans le jeu vidéo. Là où c'est un peu plus problématique, c'est qu'effectivement, comme il s'éloigne un petit peu des codes du James Bond habituel, les gens ont du mal à s'y retrouver. Et j'ai vu aussi, depuis la conférence du State of Play, que beaucoup n'adhèrent pas à la DA ou look du James Bond, qui pour moi, en fait... alors, il est à la fois générique, mais à la fois, on dirait que c'est un vilain de James Bond, avec cette espèce de cicatrice qu'il a. Pour moi, effectivement, il ne fait pas James Bond. Mais bon, je pense que c'est la première approche, il faudra voir sur le long terme. Moi, ce qui fait un petit peu plus peur, c'est le gameplay. Sur les rares séquences qu'on a vues, j'ai trouvé encore le jeu très très figé pour un titre qui vient quand même de chez Yo Interactive. Ouais, donc mais les qui mecs, arrive l'année prochaine. Qui arrive l'année prochaine. Mais voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis un peu dubitatif. Mais j'attends de voir. On n'y a pas encore joué. Ouais, on est censé y jouer. On va voir. On verra. Moi, j'ai hâte quand même de voir ce que ça donne parce que je trouve que c'est bien d'explorer, tu sais, les avant de devenir un super-héros, avant de devenir une célébrité, avant de devenir un personnage cultissime. Ça me fait penser un peu à Année 1 du côté de Batman, tu sais, et Doom d'ailleurs, ils ont exploré aussi un petit peu... le The Dark Ages est un préquel des aventures. Les débuts effectivement du Doom Slayer. Et moi j'aime bien voir un petit peu voir un peu ces personnages dans le contexte où ils sont en devenir. Et je trouve que c'est intéressant d'explorer ça en termes de contexte et d'histoire. J'ai trouvé que le personnage, il était canon. Ça fait un peu... moi, il m'a fait un peu penser à Tom Cruise. Ah oui, moi, j'ai trouvé que c'était Tom Holland. J'ai eu l'impression de voir Uncharted le film. C'est un mélange entre Tom Holland et Tom Cruise. Moi, je le trouve assez canon. J'ai un peu l'impression de voir du Hitman, forcément. Et ça me plaît. Alors maintenant, il faut avoir le jeu en main. Effectivement, ça peut paraître un peu rigide sur les quelques séquences de gameplay, mais moi, je suis assez séduite par l'idée, quoi. Moi, je suis très séduite par le jeu et je pense qu'il va falloir oublier que c'est un James Bond. Je ne suis pas sûre de retrouver les codes d'un jeu de James Bond que j'aurais voulu avoir, mais je suis assez séduite par l'idée. J'attends un peu de voir ce qu'il en sortira. Ouais. Merci Carole, merci Maxime pour ce débrief. Le Summer Game Fest va continuer pour vous. Et nous, on va s'intéresser à un autre jeu qui a été présenté aussi durant la conférence. C'est Last Flag. C'est un jeu un petit peu particulier parce que derrière ce jeu, eh bien, figurez-vous qu'il y a le chanteur et le manager du groupe Imagine Dragons. Hi, Marc et Mathieu. Mathieu, on va se parler en français après. On parlera en anglais avec Marc. J'essaie en français. Ah, très bien. Ça commence bien. Vous avez présenté tous les deux Last Flag. On a vu Last Flag enfin. C'est le premier jeu pour une Night Street Game. So, Marc, votre premier jeu avec Night Street Games que vous avez créé avec votre frère, je pense que vous pouvez expliquer aux gens qui vous reconnaissent et qui se demandent ce que vous faites ici. Pourquoi vous êtes ici? Why you are here? Why are you here right now? On vit le rêve de toute une vie. Vous savez, Dan et moi, on a grandi en jouant aux jeux vidéo. On a beaucoup parlé de créer des jeux. J'ai fait un peu de modélisation 3D, d'animation, il code. Et depuis des années, on a ce rêve qu'on a enfin commencé à réaliser discrètement il y a quelques années. On a conçu un prototype pour notre premier jeu, on a commencé à constituer une équipe. Et aujourd'hui, des années plus tard, on est là. Et lors de la conférence, on a pu montrer pour la première fois ce qu'on a créé avec notre équipe. C'est vraiment spécial. Dan is not here because he's on tour. Dan n'est pas là, il est en tournée. Vous avez vraiment le temps de faire des jeux vidéo alors que vous êtes en tournée, comme ça, depuis des années? Vous savez, je crois qu'il l'a dit l'autre jour. Et je pense que c'est vrai. La musique est une carrière intéressante. Pour lui, il monte sur scène pendant 2 ou 3 heures, puis il revient à sa chambre d'hôtel. Et il est là, seul, pendant un bon bout de temps sur la route. Et pour lui, c'est très... Quel est le mot que je cherche? Cathartique, merci. Ouais, j'allais dire léthargique, mais ce n'est pas le bon mot. Voyez-vous, je pense en français. Très cathartique de pouvoir s'asseoir et coder et travailler sur quelque chose de créatif. Et pour moi, je ne suis pas en tournée avec eux. Je suis là et je peux en quelque sorte tenir la baraque. À chaque fois qu'on est passionné par quelque chose, on y consacre du temps. Et c'est quelque chose qui nous passionne vraiment. Ce n'est pas un projet annexe. Le jeu s'appelle Last Flag. Je crois que c'était quelque chose d'important quand vous étiez jeune. Peux-tu expliquer? Oui, l'idée nous est venue d'un souvenir d'enfance. On était scouts quand on était jeunes et on jouait à Capture le drapeau dans les bois la nuit. C'est un jeu très simple par certains côtés. C'est comme un jeu de cache-cache, mais malgré nos nombreuses expériences de capture du drapeau au fil des ans,
surtout dans les années 90 et 2000, on n'a jamais trouvé de jeu qui reflétait vraiment ce que signifiait Capture le drapeau. Ce sentiment d'enfance de pouvoir cacher le drapeau où l'on veut, de se faufiler à travers le terrain de jeu, chercher le drapeau ennemi, être le héros, avoir le frisson du grand air, tout ça. Nous voulions créer l'expérience ultime de capture du drapeau dans un jeu. Et c'est en quelque sorte la genèse de cette première idée. Elle a pris de nombreuses formes au fil des ans, et grâce à une équipe incroyable et à des personnes comme Matthew, nous avons pu la concrétiser. Mathieu, on va pouvoir basculer en français. Je vais faire ce que je peux. Mais oui. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure ? Justement, comme Mac était dit, ils ont commencé à créer ce prototype de jeu de capture de drapeau. Et à un moment donné, un ami à moi m'a mis en contact avec Mac. Et Mac m'a montré son prototype. On a commencé à parler et tout de suite, je suis tombé amoureux. Tout de suite, j'ai commencé à penser à toutes les idées qui me sont venues, une centaine de kilomètres heure. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et donc lui et moi, on a commencé à parler. Et naturellement, on a décidé de travailler ensemble. Et c'est devenu un véritable rêve pour moi de pouvoir travailler avec Mac justement sur ce jeu, sur Last Flag. Comment est-ce que vous décririez le jeu ? Alors, c'est un jeu de capture de drapeau pur. Donc, il y a peut-être des joueurs qui connaissent ce mode de jeu dans d'autres jeux. Mais là, on a vraiment fait dès le début tous les éléments de ce jeu d'enfant qu'on ne retrouve pas dans les jeux vidéo d'habitude. Donc, il faut cacher le drapeau d'abord. Donc, on a 60 secondes avec son équipe pour cacher le drapeau. Ensuite, il faut trouver le drapeau de l'équipe adverse, les empêcher de trouver notre drapeau et réussir à récupérer leur drapeau, à le ramener à notre base et le défendre pendant 60 secondes. Donc c'est vraiment un jeu qui prend la totalité de capture de drapeau et qui laisse les joueurs essayer de recapturer ces mémoires d'enfants ou de faire de nouvelles mémoires s'ils n'ont pas joué à ça quand ils étaient jeunes. Il y a quelque chose qui est très frappant dans le jeu, c'est l'identité visuelle. Visuellement, voilà, ces années 70, qui a décidé ? En fait, c'est un travail d'équipe, véritablement. On voulait que l'identité visuelle du jeu soit différente. On ne voulait pas que ce soit comme tous les autres jeux, on voulait quelque chose qui sorte un peu du lot et on voulait quelque chose avec beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. La joie dans le jeu, c'est très important pour nous. Et on a commencé à réfléchir à ce que cela pouvait être et on s'est dit, un esprit dans les années 70, cette identité unique, où on peut s'exprimer, on peut dire qui on est véritablement, de grandes personnalités. On a bien aimé ça et donc on s'est dit que ce serait bien pour notre jeu, pour Last Flag, d'être dans notre version des années 70. Vous êtes d'accord, Mac ? Je suis tout à fait d'accord. C'est une temporalité que l'on voit peu dans le jeu vidéo. On voit beaucoup les années 90, le futur ou le Moyen-Âge. Mais il n'y en a pas beaucoup des années 70. Comme Matthew l'a dit, ça peut signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens différents. Mais pour nous, c'était vraiment une époque avec une très grande personnalité. C'était le genre de jeu que nous voulions faire, avant tout amusant, compétitif ensuite, avec beaucoup de découvertes et de nombreuses possibilités d'expression démesurées pour le joueur. Et qui dit années 70, c'est aussi musique des années 70. Donc il y a beaucoup de funk dans la musique, qui sont toutes des morceaux de musique originaux et qui sont vraiment, vraiment géniales. D'ailleurs, il y a un morceau de musique qui joue quand on perd, qui est peut-être le meilleur morceau de musique dans le jeu. Donc au moins, même quand on perd, on a quelque chose de sympa. Comment avez-vous fait pour la musique ? Parce qu'évidemment, quand on sait qu'une partie d'Imagine Dragons fait partie de ce jeu, on s'attend peut-être à quelque chose de spécial, mais c'est vraiment différent. Maybe we were waiting for something special, but it's really different from what Dan is C'est doing. très différent. C'est drôle parce que quand on faisait ça, je crois que Dan et moi, on l'a probablement dit à Matthew plusieurs fois, on n'essaye pas de faire un jeu musical, on essaye de faire un jeu, et la musique de le servir. Mais c'est drôle car quand c'est dans votre ADN, c'est presque inévitable. C'est donc une expérience différente, surtout pour un jeu de tir. Avant tout, un jeu de capture de drapeau, ensuite de tir. C'est une expérience différente dans le sens où la musique est composée uniquement de vrais instruments. Très centrée sur une époque en termes de sensations très analogiques, chaleureuses et riches. Et ça fait partie de l'expérience du jeu. Quand vous cachez le drapeau, par exemple, vous avez parlé des musiques quand vous perdez, la chanson de la défaite est géniale. J'adore la musique quand on cache le drapeau, parce que c'est dans les premières minutes du jeu, et la musique est omniprésente. C'est très présent, c'est du live. C'est comme de la contrebasse, c'est très thriller d'espionnage des années 70.
et ça vous donne ce sentiment d'aventure et d'intrigue dès le départ. Un style qu'on ne peut pas avoir dans un jeu de tir, car dans quel jeu de tir passez-vous du temps en équipe à cacher quelque chose? Vous ne faites pas ça. Il y avait donc beaucoup de possibilités, et nous avons vraiment de la chance d'avoir Dan qui travaille aux côtés d'autres personnes formidables. Dave Lommel, qui a réalisé l'audio de Battlefield, et de nombreux autres jeux géniaux. Il travaille avec lui, et il vient d'un groupe de métal. Nous avons un producteur nominé aux Grammy Awards, J.T. Daly, qui est un multi-instrumentiste qui adore les années 70. Donc à eux trois, c'est un super groupe. Et jusqu'à présent, ils s'amusent beaucoup, font preuve de beaucoup de créativité et explorent un style de musique différent pour Dan. Mais je pense que vous allez encore en entendre un peu, comme si quelqu'un savait ce qu'il faisait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu accrocheur, vous savez. Le nouveau style d'Imagine Dragons, ils vont faire du funk plus tard. On sent qu'il y a eu beaucoup de joie à faire ce jeu. Il y a des personnages aussi qui sont très joyeux. Comment est-ce que vous allez pouvoir séduire des gens qui ne sont peut-être pas adeptes ni des jeux de tir, ni des jeux de capture de drapeau? Est-ce que c'est un jeu qui peut être potentiellement ouvert à tout le monde? Comment séduire le plus grand nombre? Alors d'abord le mot joie, j'aime beaucoup ce mot parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous dans notre jeu. On cherche toujours un endroit où ajouter plus de joie. Dans la musique bien sûr, mais dans le combat, dans le mouvement, joie constamment. Donc ça c'est très important pour nous. Mais il y a une autre chose qui est magique dans le jeu, c'est que comme le dit Mac, on est capture de drapeau d'abord, on est ensuite combat. Et donc ça fait que le combat n'est pas la chose la plus importante. Il y a beaucoup de manières d'aider ton équipe pour gagner un match. Trouver le drapeau ennemi, c'est très très important. On a des petits robots qui sont adorables, des cashbots. Les détruire, ça donne de l'argent à notre équipe. Ça permet à notre équipe d'avoir des pouvoirs plus forts. Donc ça aussi, c'est une manière d'aider l'équipe. Et ce qui est très bien dans notre jeu, ce qui est un des secrets du succès du jeu, c'est que même contre une équipe qui est plus forte, même contre des joueurs qui sont meilleurs au combat, on a toujours une chance de gagner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte... Moi, j'ai fait un playtest il n'y a pas longtemps, l'autre équipe était vraiment plus forte que la nôtre, et pourtant, on a quasiment gagné à la dernière seconde. Ils ont réussi à récupérer leur drapeau, malheureusement, mais on était vraiment à ça de gagner. Donc on veut vraiment que ce soit un jeu qui soit accessible au plus grand nombre de personnes et qui amène le plus de joie aux joueurs, quoi qu'il se passe dans le jeu. Et quand est-ce qu'on va pouvoir y jouer alors à ce Last Flag? Ça c'est une question pour Mac. Mac, when are we going to be able to play Last Flag? Maintenant, on peut non. Je vais me remettre à niveau. C'est trop important. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur lastflag.com/sign-up et vous inscrire pour participer à nos premiers tests. C'est la première chose. Quant à la date de sortie, elle n'a pas encore été révélée. Mais si vous voulez jouer en avant-première, nous vous attendons, alors inscrivez-vous. Ouais, on n'annonce pas encore quand le jeu va sortir, mais les joueurs qui sont intéressés peuvent venir jouer avec nous et nous aider à finir le jeu. Nous dire ce qu'ils pensent, nous dire ce qu'ils aiment et nous aider à faire en sorte que le jeu soit encore meilleur quand il sort. Donc il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. Bon, on va se précipiter. Merci beaucoup, Matthew. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.